Vous écoutez Elia Mind, le podcast qui révèle votre lumière. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir le parcours inspirant de femmes lumineuses pour cheminer ensemble. À travers leurs histoires, mes invités partagent leurs déclics pour que vous puissiez transformer votre discours intérieur. Je m'appelle Amy, j'accompagne les femmes dans leur communication de l'intérieur vers l'extérieur. Ma mission est de vous reconnecter à votre lumière pour que vous puissiez communiquer avec fierté. Isabelle Lebrun, créatrice des Souveraines, revient sur les phases d'éveil de son parcours. Après plusieurs années de troubles alimentaires et de nombreuses tentatives professionnelles, le projet Souveraine est né d'un constat simple. En tant que femme, nous manquons de ressources pour vivre dans la société actuelle. Isabelle permet aux femmes de s'émanciper à travers le psycho-émotionnel, la relation au corps et le cycle menstruel. Aujourd'hui, elle se consacre à rendre la naturopathie, le yoga et l'observation du cycle menstruel les plus accessibles possibles afin que chacun puisse trouver son équilibre. Voici sa mise en lumière. Hello Isabelle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le micro d'Elia Mind. J'ai connu Isabelle pendant le confinement. Elle venait vraiment de commencer à s'expandre sur sa com, en tout cas de partager, de tâtonner avec nous en tout cas. Et j'avais 19 ans ou 20 ans, quelque chose comme ça. Je connaissais rien, rien, à part ce qu'on m'apprenait à l'école et un schéma un peu patriarcal et bien rangé de la vie. Donc j'ai découvert plein de choses grâce à elle, notamment au niveau de mon corps, de mon cycle, d'apprendre à aussi me regarder, m'écouter. Et donc c'est un honneur aujourd'hui de plusieurs années de l'avoir ici. Voilà pour la petite anecdote. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bien sûr, merci pour, pour cette intro hyper touchante. Je suis Isabelle, je suis, naturopathe de formation. Je suis formée au yoga très rapidement derrière. Ensuite, je me suis spécialisée dans tout ce qui était santé de la femme parce que c'est quelque chose qui était, très fluide et très, cohérent en fait avec mon histoire et derrière plus tard à la symptothermie aussi, on en parlera peut-être, mais donc c'est une méthode d'observation du cycle menstruel. Mon objectif est de ne faire que de la thérapie, à moyen long terme pour accompagner, les personnes qui ont ce désir d'aller à leur rencontre et puis d'aller, voilà, vers quelque chose, une vie en fait qui est la leur et qui leur ressemble véritablement. Déjà, on comprend un peu plus le personnage, mais du coup, c'est une finalité dans ton parcours. On va rentrer plus en détail sur le cheminement qui t'a permis du coup de rentrer dans cette curiosité et de savoir également ce que tu voulais faire et pourquoi ça t'attirait, etc. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter en omettant justement cet aspect métier? Quelle aide de lumière es-tu? Est-ce que tu es cyclique? Est-ce que tu es une femme? Est-ce que tu es, je ne sais pas. Suis-je? Ah là là, question de toute une vie. Ah là là, c'est une question de toute une vie. Je suis née, a priori, biologiquement dans un corps de femme, mais je me sens aussi, assez proche d'une certaine façon, en restant dans cette notion de genre, des hommes. Parce que, justement, je pense qu'il y a plusieurs, facettes et que je tente justement de cultiver ces facettes pour sortir un peu de cette binarité. Voilà. Mais je me sens, Mmh. femme et je pense que je n'ai pas aujourd'hui, en fait, suffisamment de recul et probablement toute ma vie, je n'en aurai pas. Je crois être quelqu'un, d'assez, authentique. J'aime beaucoup la notion de vérité. J'aime assez quand on va en profondeur en fait. J'ai besoin de profondeur dans ma vie. J'ai besoin de pouvoir rencontrer et de pouvoir aller un peu plus loin que ce qu'on semble voilà, porter comme masque, tu vois. Donc je suis un petit peu aussi, je dirais, quelqu'un qui enquête beaucoup. Voilà, une sorte d'inspecteur, de chercheuse. Pour avoir une vision d'ensemble, on va remonter vraiment aux prémices. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton environnement familial? Qui es-tu en tant que jeune petite Isabelle? Que veux-tu faire dans la vie? Comment tu te sens par rapport au monde? Voilà, comment tu, à ce moment-là, quelle est ta place? Effectivement de mes premières règles, ça je m'en souviens très bien. Je me suis dit: «Oh non!» Je me souviendrai toujours, je me suis dit: «Ah non!» genre: «Ah non, j'ai pas envie en fait. Ah non, franchement, fais chier» et ça, je m'en souviens assez bien. Je me souviens aussi de mon premier poil pubien. Alors je m'en souviens et en fait, où j'ai enlevé le truc en me disant, c'est que c'était qu'est-ce que je dis? Un fil de mon pantalon et du coup, j'ai enlevé le truc et j'étais là: «Ah! Ça fait hyper mal». Donc factuellement par rapport au le rapport au corps, oui, je m'en souviens bien. Comment est-ce que je suis passée à un moment donné, je dirais, de l'enfance à l'adulte ou à l'adolescence, plutôt peut-être dans un premier temps. Je me vois en sixième, en fait.
Alors 6e, on n'est pas, encore, tout à fait, mais bon, c'est quand même un peu plus «sérieux» entre guillemets que quand on est en CM2. Enfin, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé pour moi à ce moment-là. Impressionnée, j'ai toujours été, je pense, quelqu'un qui n'avait pas du tout confiance en elle, mais qui ne le montrait pas, surtout pas. Enfin, qui était dans quelque chose de très yang, de très, on va de l'avant et on se bat et on beaucoup dans le combat. Faire pour montrer qu'on a de la valeur, productivité, par mes actions, je Ouais, montre qui je suis. ouais, c'est ça et puis en étant, voilà, ou dans la direction, voilà, je sais pas, tu as un groupe de copines ou même de potes. Enfin, moi, je faisais beaucoup de foot quand j'étais, enfin beaucoup de foot. Je faisais beaucoup de foot dans la cour de récré, hein. Enfin, je veux dire, j'étais pas, voilà. Mais il y avait ce côté très, il fallait prouver en quelque sorte pour prendre sa place. Mmh. Je pense qu'il y a plusieurs auditrices qui peuvent se reconnaître là-dedans et Mmh. moi la première. À cet âge-là surtout, en fait, on sort du formatage, je pense, parents, les valeurs qu'on met dans le foyer et cetera, vers le monde et du coup, on se raccroche à un autre foyer qui est, ben, la cour d'école et nos amis à ce moment-là et du coup, on veut aussi appartenir, donc plaire et rentrer dans l'école. C'est pour ça que généralement, s'il y a un décalage, avec, ces codes-là, on peut se sentir, en retrait, incomprise et c'est Ouais. pour ça que cette période aussi est assez compliquée pour la jeune femme en général ou le jeune homme, peu importe. On nous dit avoir quelques souvenirs, être quand même quelqu'un qui se met dans le groupe social et qui s'épanouit là-dedans, mais ce manque de confiance en toi, ça te poursuit dans le cheminement de tes études. Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu as un attrait déjà pour qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Quel est mon métier? Ou c'est des questions pas du tout qui sont pas du tout d'actualité à ce moment-là? Il y avait pas un truc où je me disais: «Oh tiens, ça va être ça que tu vas faire, de ta vie». Je savais même pas qui j'étais, en fait et en fait, ça a commencé à se corser, je dirais, justement au lycée où, bah, les choses se mettent de plus en plus en place, ton cycle aussi. Donc hormonalement, tu commences à être un petit peu plus rodé, les choses sont un petit peu plus installées. Au lycée, c'est là aussi où, les premières relations amoureuses, ont commencé parce que j'ai été très amoureuse de ce garçon, que ça s'est pas passé comme je voulais que ça se passe et que, en fait, ça a remis en question, qui j'étais. Ça a remis en question, tout ce que je croyais, de l'amour. Je pense que j'ai revécu aussi, ma première relation d'amour, soit celle avec mes parents, enfin bon bref, cata et en fait derrière, quand il est parti, bah et qu'il s'est mis en plus avec une autre, j'ai décidé que, bah, je devais, être, différente. J'ai commencé à faire attention à mon physique, j'ai commencé à faire attention à quoi je ressemblais parce que, bah, à l'intérieur, c'était tellement un champ de bataille et puis j'avais aucune notion de rien, que, finalement, j'ai commencé à vouloir maîtriser, cette enveloppe, cette plastique et puis, c'est ce qu'on entendait quand même, hein, tu vois? Comme on l'entend encore aujourd'hui, à quoi il faut ressembler, comment est-ce qu'il faut être pour être accepté, pour être aimé, et cetera, et cetera. Mais tout ça, c'était inconscient, quoi. À l'époque, je subissais grave, quoi. Et donc, j'ai commencé un régime, puis après, un autre, puis de plus en plus drastique. Et puis, après le lycée, je suis partie à la fac de langue. Fac de langue, bah, du coup, j'étais loin de chez mes parents, j'étais à peu près à 2h30. Et là, du coup, j'ai arrêté de manger, quoi. Et donc les troubles alimentaires ont commencé, les troubles du comportement alimentaire ont commencé. Donc j'ai commencé par une période d'anorexie qui a duré pratiquement 3 ans, dans laquelle c'était la dégringolade, quoi. Et tu nous dis: «J'avais envie d'être différente», mais différente parce que tu te sentais pas aimée et acceptée, du coup rejetée, parce qu'il t'avait fait cet acte-là. Donc de cet acte-là, tu t'es sentie être quelqu'un qui ne mérite pas d'être aimé, donc qui devait changer en l'état. Fait, ouais. Et puis c'était quelqu'un qui avait pu sous-entendre à plusieurs reprises, voilà, que je serais vraiment plus jolie si je perdais un peu de ventre, qu'il n'aimait pas me voir manger, enfin bref, des trucs, voilà, et que j'ai pris pour argent comptant et qui ont fait que bah, je me suis dit, putain, mais c'est clair, en fait, s'il va voir, enfin, je me le suis pas dit, mais s'il va avoir une autre, c'est que, bah ouais, je serais peut-être mieux, en fait, si j'avais un peu moins de ventre. Peut-être que je serais plus aimable, peut-être que du coup, je pourrais continuer à ne pas souffrir, à ne pas vivre finalement de fin de relation. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui a dû se passer. Et au final, enfin, c'est avec beaucoup de recul que voilà, que je peux dire aujourd'hui que ça s'est passé parce que c'est venu réveiller en moi des choses que j'avais probablement déjà vécues dans le passé. Euh, et moi, je l'ai traduit
de cette façon-là, et j'ai exprimé mon malaise, ma souffrance, en fait, en voulant contrôler, parce que c'était insupportable de ne pas pouvoir contrôler. C'était insupportable de ne pas pouvoir décider quand ça s'arrête et quand ça s'arrête pas. Tu vois? Et ce contrôle, du coup, sur la nourriture te permettait, toi, d'être dans une joie ou de te reconnaître ou pas du tout? Ça a été au contraire destructeur? Bon, j'imagine que je connais la réponse, mais c'est pour que tu si ça peut aider des femmes qui nous écoutent, qui se reconnaissent ou pas d'ailleurs, mais comment t'as reconnu que t'étais en train de faire ça? Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'entre le faire, le conscientiser et vouloir en sortir, il y a plein d'étapes, il y a plein de monde. J'ai reconnu que j'avais une souffrance, donc il y avait une problématique. Je crois un jour de grosse fatigue où en fait j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus de bouffer qu'une pomme. Du coup, je fumais à l'époque parce que ça coupait la faim. Je mentais à tout mon entourage. Je sortais plus. En tout cas, quand je sortais, c'était juste l'enfer parce que du coup, déjà d'une, j'avais aucune envie d'être avec du monde. De deux, j'avais aucune envie qu'on me mette des trucs devant les yeux comme des chips, de la bière et ce que tu veux. Et en plus de ça, en fait, je faisais des insomnies parce que je bouffais rien. Enfin, c'était un calvaire. C'était un calvaire, hein. Je vivais en coloc avec ma meilleure amie et en fait, chaque jour, je culpabilisais parce que je me considérais comme une impostrice en ne lui disant pas la vérité. Donc en fait, un jour, juste, j'en ai eu marre. J'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus. Et j'ai appelé la meilleure amie de ma sœur qui avait eu une période d'anorexie elle aussi quelques années avant. Je lui ai dit que ça allait pas. Ok, donc il y a eu cette personne un peu comme le guide référence dans le moment. Et est-ce que elle a pu, de par son expérience, t'aider? De par son expérience, pas vraiment, mais en tout cas, ce que j'avais besoin, ce dont j'avais besoin à ce moment-là, j'avais besoin d'être reconnue dans ma souffrance. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, bah, elle a arrêté de manger. Bah, pourquoi elle arrête de manger? Pourquoi est-ce qu'elle veut maigrir à tout prix? Pourquoi est-ce qu'elle supporte pas? Enfin, je veux dire, il y a des gens qui crèvent la dalle dans le monde, elle fait chier, quoi. En gros, il peut y avoir ce genre de réflexion. Et moi, ce dont j'avais besoin de quelqu'un qui véritablement savait à quel point je souffrais. Donc, je me suis tournée vers elle parce que je savais que j'allais avoir un espace dans lequel je pourrais me confier, où j'allais être reconnue, en fait, dans ma souffrance. Et en fait, c'est ça qui m'a fait du bien. C'est qu'elle a reconnu et qu'elle m'a dit, je sais et je comprends à quel point c'est difficile. Ce qui n'a pas été le cas derrière, avec énormément de proches qui n'ont pas compris, dont mes parents qui n'ont pas mesuré à quel point c'était souffrant. Beaucoup de thérapeutes derrière aussi qui captaient rien. Enfin voilà, sans jugement, mais c'est complexe les troubles du comportement alimentaire. Dans tes études, tu nous parles de langue, tu nous parles de fac, tu nous parles de début de ce comportement et comment ça évolue en même temps que toi. Est-ce que tu réussis quand même ton diplôme et tu traînes ça comme un fardeau et tu commences dans la vie active ou est-ce que pas du tout? Enfin, comment ça se passe pour toi pour la suite, pour qu'on comprenne après le fil de ton évolution? Donc j'arrête rapidement la fac, je m'inscris à Nantes dans une prépa pour faire un BTS en diététique parce que c'était comme la thématique, c'était un peu mon obsession du moment, c'était la bouffe. Donc voilà. Et entre-temps, ma mère me suggère pourquoi pas de faire hôtesse de l'air comme j'aime les langues et que la fac, c'était pas mon truc. Donc je vais passer un examen pour devenir hôtesse de l'air. Je n'ai que Air France en tête, bien évidemment. Et puis tout le reste ne m'intéresse pas. Et puis en fait, après cette année de BTS, eh bien, je me rends compte que c'est pas du tout mon truc, que c'est pas ça que je veux. Donc à ce moment-là, j'ai un appel pour une compagnie. Je pars à Paris. Je travaille dans cette compagnie peu de temps, hein, un an et demi. Et puis en fait, je suis épuisée parce que je mange toujours pas grand chose, puis parce que j'ai 21 ans à l'époque, hein, et parce que je sors aussi à côté, que je suis à 1h30 de l'aéroport et que je m'épuise en prenant en travaillant parce que je dois commencer très tôt, donc en prenant des bus très tôt, en entrant très tard, etc., etc. Donc j'arrête. Puis en même temps, à un moment donné, il a fallu que je me dise véritablement, que je me pose la question de me dire, mais en fait, qu'est-ce qui t'anime, quoi? Comme je ne sais faire que les choses avec passion, je ne sais pas faire les choses autrement. Et il a fallu que j'arrive à un moment donné où je pense qu'il y a quelque chose qui s'est véritablement débloqué. En réalité, j'ai continué à chercher professionnellement et à essayer, à arrêter, à essayer, à arrêter, à essayer, à arrêter.
Parce que fondamentalement, en fait, finalement, je me rends compte que je savais ce que je voulais pas, Mmh. ou je savais ce que je ne voulais pas, du moins. Mais je savais finalement ce que je voulais parce que je me disais: «Bah, c'est pas ça». Mais ce qui était troublant, c'est qu'à un moment donné, tout le monde sait, enfin tout le monde sait. Moi, je savais que j'allais pas bien. Je savais qu'il y avait des choses, sur lesquelles, je pouvais c'était inexplicable. C'est des sensations, c'est corporel. C'est que tu as beau le savoir avec le cognitif, ça va pas, en fait. Ça va pas. Ça va pas aussi, derrière, parce que tu vois, j'ai compris que, bah, j'étais en carence d'un milliard de trucs, donc physiologiquement, ça pouvait pas bien se passer. Mais c'est surtout que j'avais beau, le conscientiser, j'avais beau être au courant que ça n'allait pas. 27 ans, le début du coup de la naturopathie, épisode 2, puisque tu t'étais intéressée à un moment, mais au final, tu as fait le Oui, test de c'est ça. l'air, etc. Mmh mh. Donc, ce moment-là, tu rentres, du coup, tu dois apprendre des millions de choses et tu te dis, mais attends, mais en fait, je fais tout à l'envers. Enfin, je pense, je ne sais pas. Comment ça se passe, du coup, tes premières années d'enseignement, de formation, etc. Je me dis pas forcément: «Je fais tout à l'envers» parce que j'ai déjà appris beaucoup, parce que je lisais beaucoup. À 20 ans, je me souviens, j'avais déjà dit à mes parents: «Ouais, la naturopathie, c'est un truc, ça m'intéresse». Mais c'est aussi le moment où je décide de quitter la personne avec qui j'étais justement et je rencontre quelqu'un d'autre. Enfin, c'est charnière, quoi, parce que finalement les cours, j'arrive pas tant que ça à me mettre dedans, parce que je suis encore en train de résoudre des choses à travers, la relation et ça me prend toute mon énergie, ça me prend tout mon esprit, ça me prend tout mon être, en fait. Hem, donc les cours, les cours, ce que ça m'a apporté, là, de la connaissance, ça m'a permis de me sentir à ma place pour la première fois. Enfin, je me suis retrouvée dans cette classe, on était, 60-65. Je me suis, dit: «Waouh, trop cool, c'est là». C'est là que Hmm. ça commence. C'est déjà merveilleux de pouvoir ressentir ça, Ouais. surtout dans l'état dans lequel tu étais, de pouvoir se dire, ok, je suis sûre d'être à Mmh. ma place, je me sens à ma place. Et donc ça, je souhaite à toute personne sur Terre Ah oui, moi de aussi. pouvoir s'aligner à l'obtention de ce diplôme. Déjà évolué, toi, dans ta thérapie. Peut-être qu'il y a eu une avancée aussi au niveau de la nourriture. Peut-être que tu as trouvé un meilleur équilibre avec ce nouveau compagnon. Enfin, voilà, raconte-nous la Mmh. suite. J'ai eu la chance, donc à 23 ans, comme je disais, de rencontrer, quelqu'un qui m'a apporté énormément, avec qui je suis restée pendant 5 ans. Il m'a apporté en fait, de l'amour, mais un amour véritable, hein. Je pense comme on en rencontre peu aujourd'hui et qui moi m'a permis en fait de m'extirper petit à petit, de ces troubles du comportement alimentaire, dont en fait la boulimie qui faisait partie de ma vie, c'est-à-dire j'avais jusqu'à 10 crises parfois par jour. C'était donc invivable, hein. C'était, vraiment, vraiment l'enfer jusqu'à ce que, bah, j'arrive vers 27 ans où là, c'était momentané. C'était la manifestation, en fait, ni plus ni moins d'une crise d'angoisse, hein. Sauf que moi, ce que j'avais comme stratégie, c'était la nourriture. Ça aurait pu être la clope, l'alcool, le pétard, enfin, le jeu, le sexe, ce que tu veux, mais moi, en tout cas, mon truc, c'était la bouffe. En tout cas, mon angoisse, je la faisais passer comme ça. En tout cas, je soulageais ce qui était insupportable avec ça et donc j'en avais de moins en moins et quand, à 27 ans, j'ai décidé de partir et de rencontrer d'autres personnes, j'ai recommencé un petit peu en avant. J'ai commencé, à 16 ans avec un mec, mais en fait, c'est pas un mec, c'est mes relations en général, surtout, Hmm. quand il y a de l'affect, en fait, hein, me font, c'est difficile et je le travaille encore actuellement, hein. Enfin, c'est difficile pour moi. C'est vraiment quelque chose qui est difficile et donc lui n'a pas été quelqu'un, aujourd'hui de bon pour moi. Resté 5 ans avec lui, dans laquelle j'étais, je peux le dire aujourd'hui, hein, il y avait de la maltraitance psychologique, quoi. Est-ce que tu n'avais pas besoin de rassurer que cette souffrance existait aussi avec plaisir ou pas? Bien sûr, mais bien sûr qu'il y avait de ça, il y avait toujours cette notion d'estime et de confiance qui était, ras des pâquerettes. J'avais beau avoir passé 5 ans avec quelqu'un, qui me disait que j'étais, une personne extraordinaire, je veux dire, ça venait pas de moi. Donc moi, je me suis foutue avec lui parce que, fondamentalement et je vais te le dire, j'ai très rapidement su que ça allait être de la merde. Enfin, ça allait être de la merde, que ça allait me faire du mal et que ça allait être toxique, si on peut appeler ça comme ça. On parle de relations toxiques aujourd'hui, je crois qu'on parle de ça. Et moi, je savais que ça n'allait pas être bon pour moi. Je le savais. Mais il y avait quelque chose qui avait besoin d'exister, peut-être même de retraverser pour s'extirper et sortir de quelque chose. Et j'en suis sortie avec quelque chose, hein, de cette relation, parce que c'est moi qui suis partie. Il serait jamais parti. Enfin, je dis jamais, Hmm. je sais pas pour lui, mais en tout cas, il n'était pas prêt à partir. Et pourtant, c'était l'enfer. Il a fallu que je m'extirpe de ça, et ça m'a pris 2 ans pratiquement. Il a fallu que je m'extirpe de cette histoire, et j'en suis sortie avec une sorte de souveraineté. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, le mot souveraineté? Tu sais ce qui est bon pour
toi et ce qui est juste. Personne d'autre ne peut savoir ce qui est juste, quelles sont tes limites, quels sont tes besoins, quelles sont tes pensées, quels sont tes rêves, tes machins. Enfin, personne, en fait. Reprends le contrôle sur tout ce que tu peux être dans la façon de penser, de te présenter au monde, de voir les autres, de donner ce que tu veux à ton corps. Tu es libre en fait. Pour moi, liberté, oui, énormément. Contrôle, non. Liberté, carrément, quoi. J'adore cette phrase qui dit je suis ce qu'on a fait de moi, en quelque sorte, mais je peux décider de ce que je veux faire de moi, quoi, en fait. On a dans notre entourage ce formatage-là, soit pour pouvoir s'en extirper, soit pour pouvoir montrer notre identité et partir du coup en dualité avec ce qui nous a été imposé. Mais c'est le sortir du cadre pour retrouver le sien, en fait, se créer le sien. Ouais, complètement. Et ça, c'est un sacré boulot parce que quand une jeune femme, une femme, enfin bref, tu viens de générations quand même d'oppression et qu'on le veuille ou non, en fait, hein, inconsciemment, on porte tout ça. Élever sa voix, oser faire ce qui nous semble être bon pour nous, oser machin, enfin, bah, ça demande du courage, hein. Ça demande enfin, pardon pour l'expression, mais de se tirer les doigts et vraiment de se dire que ça vaut le coup. Que le schéma qu'on nous a proposé jusque-là, et bah ouais, il peut être remis en question et on n'est pas obligé de s'y cantonner. Ça n'est pas une obligation. Mais quand on écoute ton histoire, on se doute bien que tu passes pas forcément de j'obtiens mon diplôme en naturopathie et j'ai un discours de liberté, d'oser dire, d'affirmer qui je suis, etc. Est-ce qu'il y a eu une phase d'éveil, un événement marquant comment ça s'est passé vraiment ce switch au niveau du mindset de toi en fait, tout simplement? J'ai pas eu un switch, il y a un jour juste, je sais que je me suis dit je vais bien, je me sens bien, quoi. Tu vois. Et en fait, j'ai regardé derrière, je me suis dit waouh, tout ça a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui et je crois que je me sens bien, quoi. Je crois que je vais bien. Tout a contribué aujourd'hui, du début jusqu'à la fin, je pense, tout a contribué à faire ce que je suis aujourd'hui et c'est jamais fini. Tu vois, depuis janvier, je suis en train de retraverser quelques trucs un peu difficiles. Ce sera jamais comme avant parce que évidemment, à chaque fois, hop, tu te mets un petit outil de plus, un autre, et puis en fait, en même temps, tu relâches des choses, il y a des choses qui s'allègent, et puis etc., etc. En fait, l'oignon, il est bien balèze, quoi. Donc, en fait, j'enlève les couches au fur et à mesure, mais il y a toujours quelque chose qui vient se présenter. C'est juste que par rapport à d'habitude, je sais que tout se traverse et que tout passe. Tu as été obligé de traverser du coup ce chemin pour l'expérience, comme nous dit bien Confucius, l'expérience n'est une bougie qui n'éclaire que celui qui la porte. Donc finalement, toute cette expérience, ce bagage, comme tu nous dis, d'apprentissage, de mise en confrontation, etc., de rencontres aussi par les protagonistes qui ont joué un rôle important dans ton évolution, t'ont permis de t'ouvrir à plein de choses. Et tu t'es présentée au début en me disant que je suis quelqu'un de très curieuse, qui va partir un peu à enquêter voilà, sur les choses, j'ai besoin de rentrer dans le deep, la surface ne m'intéresse pas, etc. Comment tu te découvres cette partie-là de toi? Déjà, bon, ça va mieux, on comprend en arrière-plan, donc déjà, ça te laisse de la place. Tu as ouvert la porte pour accueillir de nouvelles choses, des capacités, des compétences, de la curiosité, etc. Comment tu décides de te former à plein de choses, et notamment au cycle féminin? Comment? Parce que dans ce parcours, en fait, je me suis assez rapidement rendu compte qu'être née logiquement avec un utérus, des ovaires, un vagin, pouvait amener, on va dire, beaucoup de si on n'y connaissait rien, en fait, beaucoup de difficultés. Et ça a été mon cas, parce que moi, j'ai eu zéro éducation par rapport à ça. Enfin, on m'a rien appris, quoi. Vers 13 ans, et rapidement, en fait, j'ai eu de l'acné. Quand j'ai eu de l'acné, on m'a donné un médicament qui s'appelle le Roaccutane. Et quand tu prends le Roaccutane, tu es obligé de prendre la pilule contraceptive. Et donc moi, j'ai pris la pilule contraceptive assez jeune. Je pense que j'avais 15 ans, mais j'avais peut-être même 14, je sais plus. Et la pilule contraceptive ne m'a pas quittée pendant pratiquement 10 ans. J'ai dû changer, je pense, une bonne vingtaine de fois de pilule. Et en fait, tout ça mis bout à bout faisait que ça agissait énormément sur mon moral, énormément sur mes capacités justement cognitives. Ça m'a fait prendre beaucoup de poids. Enfin, ça m'a fait chier, quoi, en fait. Et je changeais à chaque fois. Tous les gens que j'allais voir me disaient on va changer de pilule du coup. Ok. Ah tiens, on va changer de pilule. Personne n'était en train de me dire tiens, on a une autre solution pour toi. Qui sera sans hormones, ne serait-ce que peut-être le stérilet en cuivre ou que sais-je, parce qu'à l'époque, on ne le mettait surtout pas aux jeunes filles qui n'avaient pas encore eu d'enfants, ce qui est maintenant, bien évidemment, pas vrai. Mais bref, on me proposait rien d'autre. Donc moi, j'enchaînais. Je cherchais toujours ce truc un peu de guerrier là qui arrête pas, tu vois. Mais bon, il y a du bon, il y a du moins bon, mais je cherchais, puisqu'à un moment donné,
où eh bien, j'ai mis un stérilet en cuivre, malheureusement parce que j'ai avorté quand j'étais avec mon ex. Ça, c'était un événement aussi extrêmement douloureux de ma vie, mais du coup, qui m'a permis de me confronter d'une certaine façon aussi à ce que c'était de vivre, d'être un corps de femme, tu vois, ce que c'était en fait cette capacité à pouvoir finalement donner la vie, à être fertile, on nous collait cette étiquette dès le départ que de toute façon, il fallait avoir des enfants, que on allait être chiante parce qu'on allait avoir nos règles. Et puis quand c'était douloureux, c'est que franchement, on était douillettes, quoi. Et en fait, mis bout à bout, j'ai entendu mais tellement de trucs, j'ai compris tellement de choses et j'ai fait l'expérience de tellement de choses par rapport à la contraception ou alors aux événements en fait qui arrivent dans la vie d'une femme, même une grossesse ou n'importe. Enfin, je n'ai pas d'enfant, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que toutes ces choses cumulées, je me suis dit bon, clairement, on n'y connaît rien. On a besoin d'avoir des informations pour pouvoir à un moment donné et comprendre comment est-ce que ça fonctionne. C'est fondamental pour justement cette notion d'épanouissement et de liberté. Donc, je suis allée me former à la symptothermie, donc une méthode d'observation du cycle. Et à partir de là, tu peux donc définir quand tu es fertile et quand tu ne l'es pas. Et c'est un truc qui est d'une liberté absolue. Imagine de pouvoir dire, bah voilà, là je suis fertile, je suis pas fertile. Et de pouvoir dire, bon bah non, si je suis fertile et que j'ai pas envie d'avoir d'enfant, bah il y a rien qui va se passer, ou on va faire autre chose, ou peut-être que je vais comprendre que du coup, voilà, j'ai plus certaines tendances que d'autres émotionnellement, parce que ça fonctionne comme ça aussi au niveau du cognitif, etc., etc. Je te passe les détails, tu vois, mais en gros, c'est comme ça que je suis arrivée là. Ça peut aider des femmes qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la symptothermie et par rapport au moment du cycle? Parce qu'il y a même des femmes, sans aucun jugement, qui ne connaissent pas les différentes phases du cycle. Et j'ai discuté avec certaines jeunes femmes qui disent, mais en fait, t'es sûre qu'on peut pas tomber enceinte tout le temps? Je dis, mais oui, 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 je suis sûre. Donc Bien tu vois, sûr, rien que ça. bien sûr, mais voilà, moi ça me fait de la peine. En même temps, je me dis bon, il y a tout à faire, quoi. Mais ça me fait de la peine quand oui, même quand je reçois des femmes de 60 ans et qui me disent que elles ont cru toute leur vie que les pertes qu'elles avaient de glaire, en fait, parce que je vais s'expliquer, mais c'était quelque chose qui était voilà, qui était sale, mais surtout qui était peut-être une infection. Enfin, c'était un problème. Elles cachaient ça, quoi. Donc elles portaient potentiellement des serviettes hygiéniques toute leur vie, quoi. Et puis voilà. Donc la symptothermie, en fait, c'est vraiment cette sympto, c'est pour symptômes, thermie, c'est pour température. Donc c'est une méthode d'observation du cycle qui est donc reconnue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comme un moyen, si on l'utilise comme un moyen de contraception, donc, comme très fiable, plus fiable que la pilule même, c'est-à-dire en pratique, on est à moins de 1% en fait de femmes qui peuvent, on va dire, tomber enceintes. Donc là, vous pourrez aller voir, c'est ce qu'on appelle l'indice de Pearl, c'est l'indice de fiabilité contraceptive qui est défini avec 100 femmes. Voilà. Donc c'est une méthode qui est très fiable, mais dont on ne parle pas parce qu'elle n'est pas rentable, elle n'apporte pas d'argent. C'est-à-dire que quand vous voulez vous former à la symptothermie, vous vous formez pendant 6 mois. C'est comme si vous alliez apprendre l'italien ou le piano, ou je ne sais pas. Et donc vous vous formez, ensuite toute votre vie, c'est gratos. Puis vous pouvez du coup définir votre période de fertilité et donc l'utiliser ou pour un jour si vous avez un projet bébé ou au contraire si vous voulez pas tomber enceinte, du coup décidez pas. Et non, nous ne sommes pas fertiles tout le mois, bien au contraire, on est fertile à peu près 6 à 7 jours dans le mois, enfin ça dépend. Et 7 jours, enfin on est sur une moyenne à peu près de ça concernant la fenêtre de fertilité, mais la méthode en tant que telle elle est vachement intéressante parce qu'elle permet d'observer donc la glaire cervicale qui fluctue en fonction des hormones, donc des œstrogènes principalement, la progestérone. Aussi, on regarde, grâce à cette température va être modifiée pareil. Bon, en fait, il y a une fluctuation hormonale, dont après l'ovulation, la température va vraiment monter. Donc, on va pouvoir affirmer à un moment donné en corrélation avec la glaire cervicale, plus en corrélation, si on le souhaite, avec l'observation du col de l'utérus qui se modifie aussi en fonction des périodes du cycle. Et bien, quand on est fertile et quand on l'est pas. Là, ça paraît très simple quand je le dis comme ça. C'est un petit peu plus complexe, c'est pour ça qu'il faut vraiment se faire accompagner, se faire former auprès d'une formatrice de symptothermie parce que aujourd'hui, l'info, elle est partout. Mais attention, parce que ça vient décrédibiliser l'histoire que d'aller se former un peu sur Insta, dans un bouquin, un peu à l'arrache, quoi, si je puis dire. Ce qui peut être tentant, et ce que je comprends, mais on parle quand même de fertilité, quoi.
Déjà, merci pour ces explications. Et si on reprend justement le cours du changement de ta vie, tu t'es arrêtée au moment où tu parlais de ton premier avortement. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres, mais tu nous parlais Mhm. de ce moment-là. Est-ce que tu peux développer succinctement un peu sur les événements qui ont marqué ton attrait pour cette formation-là et aujourd'hui divulguer ce message et de porter comme une femme médecine aussi qui a une mission d'éducation sur ce côté-là, tu vois. Alors oui, l'avortement a été un événement. Les 10 années de pilule en ont été un autre. Derrière, quand j'ai avorté, on m'a mis un stérilet en cuivre que j'ai vécu comme punitif, qu'on m'a clairement mis en me disant bah, de toute façon, si vous voulez pas de pilule, on va quand même vous mettre une contraception parce que bon, vous n'allez pas, voilà, vous allez pas avorter tous les jours, quoi. C'était hyper infantilisant. Donc déjà là, ça m'allait pas du tout. Et puis derrière, donc j'ai eu mycose, vaginose à répétition pendant pratiquement 5 ans, en sachant qu'évidemment il y avait du psy aussi parce que j'étais avec quelqu'un avec qui j'étais pas heureuse. Donc ça à prendre en compte hein, quand on a ce genre de récidive. Et donc oui, rapidement en fait, dans le désir d'accompagner les femmes, je ne pouvais pas ne pas prendre en compte le cycle menstruel, parce qu'en plus, ça a été tellement, on va dire, critiqué, en fait. Depuis la nuit des temps, les femmes sont chiantes, les femmes, en fait, sont un problème de par justement ces fluctuations hormonales. Là, je suis en train d'écrire un post sur l'hystérie. Enfin, l'hystérie, ça en fait partie. L'hystérie, ils ne savaient pas du tout ce que c'était l'histoire. Au final, c'est autant les hommes que les femmes. C'est aujourd'hui, on dirait des troubles neurologiques, mais je veux dire, à l'époque, c'était considéré comme étant vraiment un gros problème de femmes. Il y a un truc de misogynie mais absolue là-dedans, et qui moi, en fait, me rend ouf, et donc qui me donne envie de dire, alors que ce soit par rapport au cycle, donc, de permettre d'avoir des connaissances par rapport au cycle menstruel, mais pas que. C'est un outil. Mais le cycle menstruel permet une certaine connaissance du corps, permet une certaine connexion au corps, permet une certaine confiance aussi en soi, de OK, ce que je vois, ce que je comprends, ce que je sens est juste, et donc permet au final une émancipation de la femme. Ou tu vois, tu as d'autres façons de le faire, mais le cycle est un outil